Bienvenue à toutes et à tous dans ce débat à fer croisé. Je vous l'avais annoncé. Euh, nous allons nous déplacer cette fois-ci du studio pour descendre dans les rues, non pas pour revendiquer, mais pour parler des accidents de circulation. Accident zéro, réalité ou chimère? C'est une interrogation, justement. Accident zéro, réalité ou chimère? Et cette interrogation sera justement décortiquée par l'invité de Peggy, Ludovic Dagba. Bonjour à vous. Bonjour à vous, Loris Freddy Davor, chers amis téléspectateurs, auditeurs, bonjour. Bien, ce thème, parce que nous sommes en fin d'année et généralement, le mois de décembre est dit comme étant celui où le Créateur fait son bilan. Tout simplement parce que on a une multiplication effrénée des cas d'accidents. Des accidents mortels, des accidents franchement graves et qui donc peut-être invalides pour la vie les victimes. Alors pourquoi cette situation et comment pourrait-on y mettre fin? Vous le savez aussi, hein, c'est à la veille donc de la Noël que les spécialistes célestes font leur pèlerinage annuel, ce qui en rajoute aussi de la route pour les populations, les usagers. Alors, question, quelle solution pour tout ceci? Pour en parler, nous avons sur ce plateau Docteur Sagui Mathieu. Il est avec nous, il est spécialiste des questions de transport. Nous allons avec lui essayer quand même d'analyser tout ceci et voir quelles sont les possibles solutions. Docteur Mathieu Sagui, bonjour. Bonjour, monsieur Ludovic Dagba. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Alors déjà, pour démarrer, comment pourrait-on comprendre le thème accident? Merci. Bonjour, chers téléspectateurs et auditeurs, je crois. Justement. Un accident de la route, c'est un fait. C'est un problème de société comme la maladie, comme le sida, comme toute autre chose. Mais c'est vrai que c'est un problème du sous-système des transports. Il n'y a pas d'accident de la route quand il n'y a pas l'infrastructure routière, quand il n'y a pas le matériel roulant, quand il n'y a pas l'usager de la route lui-même. Donc ce sont les éléments constitutifs de l'accident. Donc sans ces trois éléments, on ne parle pas d'accident de la route. Toutefois, je ne veux pas que nous spéculons autour de ces trois éléments. Je veux qu'on prenne l'accident comme étant un fait de société, un problème de société, simplement, puisque l'accident est causé à 90% par les comportements humains. Et donc, si on peut gérer nos comportements, c'est qu'on peut réduire les accidents de la route. Mais il peut arriver que le matériel roulant puisse être quand même la cause principale de l'accident. Si, le matériel roulant peut être la cause principale de l'accident de la route, mais qui est-ce qui a fabriqué ce matériel? C'est pourquoi je dis toujours que ça fait 90%. C'est toujours l'être humain. Qui est la qualité de ce matériel? C'est encore l'être humain qui contrôle cette qualité. Donc si la qualité du matériel roulant est bonne, si la qualité de l'infrastructure routière est bonne, si nous adoptons des comportements assez responsables, je crois que nous réduirons considérablement les accidents de la route. Et l'infrastructure routière? C'est la même chose. L'infrastructure routière, c'est l'être humain qui l'a construit. Et si nous construisons des infrastructures de bonne qualité, de bonne facture, qui sont bien entretenues? Bien entretenues, justement, je crois que nous allons réduire les infrastructures adéquates de qualité à des endroits bien précis. Je crois qu'on va réduire considérablement les accidents de la route. Donc, au constat, c'est l'être humain qui est au centre des accidents. Oui, c'est nos comportements routiers surtout qui sont à 80, pourquoi pas à 98% à la base des accidents de la circulation routière. Alors, pourquoi le mois de décembre est-il défini comme le mois où le taux d'accident est assez élevé? Le mois bilan pour Dieu ou le mois bilan pour les sorciers? Bon, d'accord. Je vais vous surprendre si je vous dis que moi, je n'y crois pas parce qu'il n'y a aucune étude qui puisse nous dire réellement. Il n'y a pas un mois d'accident. Tous les mois sont des mois d'accidents de la route. Tous les jours sont des jours des accidents de la route. C'est vrai que dans le mois de décembre, le flux migratoire est un peu plus dense. La densité de la circulation est un peu plus énorme. Et cette psychose que l'on crée en disant c'est le mois bilan aussi provoque, voilà, puisque cette réflexion, sinon cette perception-là, que le mois
de décembre est le mois des accidents, crée déjà un sentiment de peur. Est-ce que si je sors, est-ce que je vais revenir? Est-ce que le Alita Ovi, est-ce que le démon de la route ne m'attend pas pour... vous comprenez? Donc ça crée déjà, au niveau des usagers de la route, une certaine peur. Et la peur ajoutée à l'imprudence, ça ne peut que créer des accidents. Mais les statistiques que nous avions observées, que nous avions étudiées jusque-là, n'ont pas révélé, notamment que le mois de décembre est le mois des accidents. Les statistiques, c'est vrai que bon, elles ne sont pas 100% fiables, mais telles que nous avions vu, les statistiques du CNSS, je veux justement dire, ne nous permettent pas d'affirmer que le mois de décembre est le mois des accidents. Non, peut-être que ceci est le fruit des nombreuses actions de sensibilisation, parce que ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on a commencé à attirer l'attention des usagers de la route sur la chose que ce n'est pas Dieu qui fait son bilan, mais c'est beaucoup plus le comportement sur la route qui est responsable de ces cas d'accident. Est-ce que vous ne notez pas que, bon, c'est quand même un effet bénéfique de la sensibilisation? Oui, merci. C'est peut-être l'effet bénéfique, mais peut-être aussi que c'est l'effet inverse que cela induit. Ah oui? Oui, quand vous regardez, je venais tantôt de dire que tous les mois sont des mois d'accidents. Il arrive même que les accidents les plus graves se produisent en août, qu'il y ait plus de morts en août, qu'il y ait plus de morts en mars, qu'il y ait moins de morts en décembre. Pourquoi? Oui, par rapport à la densité de la circulation, la vitesse est réduite. Donc les accidents graves, c'est peut-être un renversement d'un véhicule, mais ce serait peut-être plus dû à la vitesse. Au choc mou. Voilà, au choc dû à la vitesse du matériel roulant. Vous voyez? Bon, quand on prend la circulation en agglomération telle que celle de Cotonou, donc vous voyez, dans le mois de décembre, tout le monde est stressé. Puis bon, c'est pas fluide, on est fatigué. C'est plus les accidents dus à la fatigue qu'on a dans le mois de décembre. Parce que vous voyez, la bonne dame est allée peut-être 3 fois déjà dans Topa. Elle est partie, elle a oublié quelque chose, elle est repartie, elle est revenue. Donc, c'est souvent ces accidents-là. Mais nous craignons une certaine perception au niveau des usagers de la route qu'il faut essayer de revoir à travers notre politique de sensibilisation. La sensibilisation devrait pouvoir commencer le 1er janvier et finir le 31 décembre. Tous les jours. Mais c'est des codes de communication. Tout à l'heure, quand je venais au studio, j'ai vu des amis de certaines ONG du CNSR qui étaient au bord des artères et qui avaient des fanions. Mais ce qui m'a paru un peu paradoxal, c'est qu'ils ont porté les casques qu'on porte sur les chantiers. Je me suis dit, mais voilà, vous voulez passer un message. J'aurais été à leur place, peut-être que j'aurais porté un casque de moto. Un casque réglementaire. Réglementaire. Même si je suis debout, juste pour dire à l'usager de la route, regarde, il faut porter ce genre de casque. Et non les casques que nous voyons sur les chantiers. C'est vrai que bon, la réglementation dit que l'usage le port de casque est obligatoire, mais il faut qu'on puisse, à terme, d'accord, exiger le casque qu'il faut. Parfois, vous voyez des casques qui tuent même, des gens qui mettent des casques, portent des casques sans... la corde qu'il faut, des casques renversés, puis bon, parce qu'on a dit de porter casque, on porte casque. C'est des comportements qui induisent. Et surtout nos sœurs qui, qui mettent un genre de casque juché sur la coiffure. Et je me demande vraiment si ça protège. Non, ça ne peut pas protéger. Au contraire, c'est un risque pour elle. Parce que dès qu'elle tombe, c'est ce casque-là qui tombe en premier, elle tombe dessus. Les études ont révélé qu'il y a c'est pourquoi je disais les comportements. C'est-à-dire nos comportements les plus anodins, banals, qui n'ont rien du tout. C'est-à-dire on n'a pas idée de ce que... D'accord. Donc je crois que les usagers de la route doivent faire l'effort dans ce mois-là d'essayer de rouler responsable. Oui. C'est cela. Alors, l'autre chose, il faut quand même voir un peu les conséquences de ces accidents. Oui, un accident a forcément des conséquences. Parce qu'il y a un accident, même si c'est juste un déraillement, si vous n'avez pas cogné quelqu'un, si il n'y a pas eu de collision,
il y a forcément, votre moyen peut être endommagé. Maintenant, s'il y a collision, ça peut être grave comme ça peut être léger. Qu'il soit léger ou qu'il soit grave, l'accident, c'est un accident. Parce que si c'est une égratignure, au moins vous êtes blessé sur la peau. Maintenant, quand il est grave, il peut aller jusqu'à l'invalidité. Et vous devenez une charge pour la famille. Vous devenez une charge pour la société. Pour la société aussi. Oui, parce que dès lors que vous êtes invalide, c'est d'autres personnes que vous mobilisez autour de vous. C'est vrai. Au cours de mes recherches, un vieux a dit, mais je préfère encore mourir si je dois faire un accident pour être invalide. Ah oui. Si, il dit qu'il préfère parce que Il ne veut pas être un poids pour la société. c'est plus lourd à supporter, que s'il disparaissait. C'est vrai que les conséquences ne sont pas seulement que matérielles. Bon, le plus souvent, on voit les conséquences en termes de bon, mon véhicule est endommagé. C'est vrai que ça crée un handicap. L'infrastructure routière est endommagée. C'est vrai qu'il faut mobiliser des ressources pour reprendre. Il y a des tests qui exigent aujourd'hui que quand vous détruisez une infrastructure routière, vous la restaurez. Encore que là, elle n'est pas entière. Ces tests-là ne sont pas pas entièrement appliqués. C'est vrai aussi que moi, les dommages, les conséquences surtout qui importent, c'est les dommages humains. Parce qu'un être humain, quand il est tombé, vous voyez, c'est tout ce qu'on a perdu. C'est comme de l'œuf. Voilà. Alors qu'on peut simplement l'éviter. Donc il faut qu'on fasse l'effort. C'est surtout les dommages humains, les accidents, qu'il faut essayer d'approfondir. Parce que quand vous faites un accident, vous avez une fracture, vous êtes immobilisé pendant un certain nombre de mois. Vous ne pouvez plus aller mener vos activités. C'est un manque à gagner pour vous, pour nous tous. Pour votre société. Pour la société entière. Pour la famille. Pour la famille. C'est-à-dire c'est une reconstruction psycho-mentale qu'il faut autour de l'accident. Tant qu'on ne l'a pas fait, il y a un problème. Il faut qu'on y aille jusqu'à ce niveau-là. Parce qu'on a tendance à banaliser un peu, hein, on fait un peu de saupoudrage. Tout à l'heure, je disais que j'ai vu des gens... Je me suis demandé, est-ce que c'est ça qu'il faut? Le mois de décembre, est-ce que c'était ça? Mais est-ce que c'est quand même déjà pas un début? Parce qu'au moins, à la vue de ces agents-là, ceux qui, parfois, foutaient peut-être en l'air les règles essentielles du code de la route, pourront quand même s'agir. J'en connais qui sont vraiment friands de la vitesse. Voilà quand même des gens qui vous font la main, arrêtez ou allez-y doucement, rabaisser un peu la vitesse et tout. Est-ce que c'est quand même déjà pas un bon début? Oui, un début depuis des années que nous sommes toujours en train de démarrer, hein, parce que chaque mois de décembre, nous démarrons. Quoi. Chaque mois de décembre, on attend que le mois de décembre pour démarrer. Donc il faut que... Non, après décembre... Alors c'est quoi votre solution, puisque vous réfléchissez à ces questions-là? Il ne faut pas que nous continuions dans des actions parcellaires sporadiques. Il faut une réelle politique de sécurité routière. Il faut une réelle politique de transport chez nous. On n'en a pas. Du coup, bon, peut-être, c'est peut-être trop fort pour justifier la dépense. On va ancrer ça et puis on distribue. Et puis on est bon, activité réalisée. Taux de réalisation 100%. Quelle est la plus-value? Mais on n'a rien gagné. Puisque vous avez fait... Les usagers de la route savent que dans le mois de décembre, ils vont avoir des ONG qui vont se mettre au bord de la voie, le CNSA qui va se mettre au bord de la voie, il va faire... Bon. Ici, il s'agit réellement d'inculquer aux usagers de la route les comportements à adopter. Et ce n'est pas en venant de 1er décembre au 25, bon, allons jusqu'au 31 décembre. Juste ralentissez. Il n'y a pas que ralentir. Il n'y a pas que respecter les fêtes, il faut les connaître d'abord. Il faut connaître les signaux, il faut connaître la communication, parce que la route, c'est un rôle de communication. Il faut connaître la signification des symboles. Mais les gens ne connaissent pas. Savez-vous que les gens ne savent même pas que nous sommes dans un pays où la circulation se fait à droite? Où vous voulez faire un dépassement, le gars, il vous klaxonne, et c'est maintenant qu'il serre sa gauche pour vous dire de passer à droite. Pourtant, il a un permis de conduire. C'est une incongruité. Mais justement, est-ce que cette sensibilisation qu'on fait en disant ralentissez, règle ce problème? Non. Donc il faut réellement mettre en place un mécanisme
qui puisse, sur le long terme, nous permettre de réguler cela. Et comment pouvoir enseigner ça, ce que vous dites là, aux masses, aux populations? Est-ce qu'il faut leur demander de retourner à l'auto-école ou bien c'est des classes, comment dire, des classes sporadiques, comment organiser pour eux ou bien comment ça va se passer? Non. C'est pourquoi je disais qu'il nous faut réellement une politique de sécurité routière. Si on a une politique de sécurité, elle définit les différentes actions dans le temps et dans l'espace. Nous avons le CNSR. Oui, le CNSR n'a pas de politique de sécurité. La politique de sécurité routière ne dépend pas du CNSR. Le CNSR n'est qu'un instrument de cette politique. D'accord. C'est pas à elle non, c'est pas au CNSR. De la concevoir. Si, de participer. Il n'y a pas que le CNSR dans la sécurité routière. Il y a la NAT aujourd'hui, l'Agence nationale des transports terrestres qui est dedans. Il y a les régies financières, à savoir la douane. Parce que la qualité des véhicules que nous importons, il y a des tests qui disent qu'on ne doit pas importer des véhicules de plus de 15 ans, des véhicules de plus de 12 ans. Mais les véhicules que nous consommons au Bénin sont des véhicules vieux de plus de 30 ans. Et pourtant, on est fiers d'en consommer. 30 ans? Si. Les véhicules qui viennent au port? Si. Les véhicules les plus consommés sont les véhicules vieux de plus de 30 ans. Au Bénin, ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les statistiques de la NAT. Mais où se situe alors le problème? Qui laisse passer, qui laisse faire? Oui, c'est pourquoi je dis qu'il y a la régie financière comme la douane. Parce que c'est au cordon douanier qu'il faut déjà bloquer, empêcher. Mais les douaniers ne peuvent pas bloquer si on leur dit faites venir. C'est pourquoi il faut une politique. Parce que là, il y a un conflit entre le besoin de sécurité routière et le besoin économique. Parce que vous ne restez pas sans savoir que notre économie est fiscale. Donc, si elle est fiscale, combien parmi nous peuvent acheter des véhicules à 20 millions? Combien? Déjà à 5 millions. Déjà à 5 millions, il y a problème. Donc, ceux qui ont la possibilité, la grande masse de la population peut se prendre un véhicule à 1 million, à 800 000 et dédouaner ça à 600 000. On est d'accord, on circule. Je suis dans un véhicule, ça s'arrange. N'est-ce pas? Regardez les véhicules qu'on appelle topa là, les minibus là. Vous voyez l'état déplorable dans lequel ces véhicules sont. Un état bon, non, j'en ai pris même hier seulement. Bon. Et vous voyez les conditions dans lesquelles. Donc, ça dit c'est une politique qu'il faut mener. Et la politique, c'est l'État central. C'est le pouvoir central. Ce n'est même pas que le ministère des Transports. Tous les ministères sont concernés. Même l'Assemblée nationale, toutes les institutions sont concernées. Ça dit, mettons, nous, asseyons-nous, réfléchissons. Le jour où peut-être chaque jour on perd un député par accident, peut-être qu'ils vont légiférer là-dessus. Mais les députés, eux, ils prennent les dispositions pour éviter ce genre de cas. Qui est-ce qui est à l'abri d'un accident? C'est des cas extrêmes. Hein. Ils ont des gyrophares, ils ont de gros véhicules peut-être même extrêmement sécurisés, même si ça devrait leur arriver. Vous savez ce qui est bizarre dans l'accident de la route? Vous pouvez ne pas être l'auteur, être la victime. Vous pouvez rouler le véhicule le plus neuf sorti de l'usine tout à l'heure, tout de suite un véhicule, un gros porteur vous écrase. Vous comprenez? Donc c'est pas qu'ils sont à l'abri, c'est juste pour dire qu'il faut qu'ensemble nous réfléchissions à la chose. Ce n'est pas une affaire du CNSR, ce n'est pas une affaire de la DGTT, c'est une affaire de tout le monde. Mais il faut quand même que ce soit les dirigeants qui impulsent le mouvement. Donc il y a plusieurs acteurs qui sont concernés, et nous aussi, vous et nous les chercheurs, on est tous concernés. Donc chacun fait déjà ce qu'il peut. Oui, mais là, vous posez quand même un gros problème, l'inexistence des politiques de transport. Comment ça peut se comprendre dans un pays comme le Bénin, qui quand même recherche la sécurité pour ses fils, pour ses filles? Tout un ministère dédié. Un ministère quand même est là, le ministère des Transports. Vraiment, on n'a pas de politique de transport. Ça fait froid, ça donne froid dans le dos quand même. Merci. Ça sonne un peu comme un affront. Voilà, à un colloque, je l'ai dit, et puis certains collègues ont failli me tomber dessus. Je leur dis, c'est simple. Une politique de transport est matérialisée par un document de politique nationale. C'est simple, c'est pas compliqué. Le Bénin n'a pas un document de politique de transport. Nulle part. Vous allez voir des documents de stratégie. Mais il y a stratégie quand il y a politique. Vous comprenez? C'est-à-dire, on est là, on dit, bon, on fonctionne encore comme
dans l'ancien temps, quoi. Un paysan, il ne sait pas que, bon, ils sont encore même plus ordonnés que nous autres qui sommes allés à l'école. On dit, bon, écoute, nous avons eu 5 accidents cette année. Bon, pour éviter 5 accidents, qu'est-ce qu'il faut faire? Les accidents là, c'est dû à la vitesse, d'accord. Il faut réduire la vitesse. Mais on ne mène aucune étude pour savoir quelles sont les autres causes qui ont poussé à la vitesse. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule cause, il y a plusieurs causes qui peuvent induire l'accident. Mais aucune étude sérieuse. Donc, vous voyez, ça dit, bon, le plan 2011-2019, je crois, il y a le plan de la décennie pour la sécurité routière, le Bénin n'en a pas encore. Ah oui? Les Nations Unies ont exigé, ont demandé à tous les pays d'élaborer, en tout cas jusqu'à moins de 2 mois, le Bénin n'en avait pas encore. Mais c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que quand on prend les institutions, c'est-à-dire le dispositif institutionnel, il existe. Il y a un ministère, il y a des directions sous tutelle, il y a des agences, mais ces acteurs travaillent de façon parcellaire. Mais il n'y a pas de cadre compétent pour élaborer ce document dont vous parlez, cette politique. Qu'est-ce qui explique l'absence d'un tel document aussi important, aussi sensible? Bon, je ne saurais vous le dire, ce que je sais. Nous, le socio-anthropologue n'est pas un devin. Ce que je pourrais dire, c'est juste que nous n'avons pas encore pris la question de la sécurité routière comme une question de souveraineté. Vous voyez, quand la question du sida est venue, il y a eu plusieurs projets, plusieurs sectoriels de lutte contre le sida, le CNLS, il y a eu beaucoup de fonds. PPMLS, jusqu'à aujourd'hui. Combien de fonds avez-vous appris qu'il y a en matière d'accidents de la route? Alors qu'en Afrique, c'est... Moi, j'ai appris quand même qu'il y a beaucoup de fonds logés au niveau du CNSR et d'autres structures qui devraient pouvoir servir à tout ce qui va dans le sens de la sécurité routière. Bon, vous savez, je ne suis pas agent du CNSR, donc je ne peux pas savoir qu'il y a des fonds qui sont logés là. Mais je sais une chose. Je sais une chose que déjà, il faut un leader, c'est-à-dire dans le management des ressources. Il faut savoir placer les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut savoir être humble et associer ceux-là qui font faire le travail. Même dans les recommandations de l'UEMOA, bon, c'est l'UEMOA qui est la structure régionale qui se bat beaucoup, bon, la CEDEAO également, se bat beaucoup pour les questions de sécurité routière. Dans les recommandations, les directives de l'UEMOA, il est même recommandé d'aller vers la recherche, d'associer les universitaires. Je reviens sur l'autre question, comment est-ce qu'il faut essayer l'éducation routière, est-ce qu'il faut aller... Non. Commençons déjà par les écoles. Commençons par les cadres sociaux de formation. Les menuisiers, les salons de coiffure, les centres d'apprentissage. On peut. Les élèves. Les églises. On peut arriver. J'ai dit à ma soutenante de thèse, j'ai dit de manière, malheureusement il y avait un pasteur dedans, je lui ai dit, mais écoutez, si chaque jour vous perdez un fidèle, à la fin de l'année vous aurez combien de fidèles? Mais si chaque jour, chaque dimanche, vous prenez 5 minutes pour dire à vos fidèles, pour traverser la route, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite, pour faire ceci, vous sensibiliser, 5 minutes seulement, ça ne nous coûte absolument rien. Si Ouma, dans tous les ministères, chaque jour, chaque lundi, on prend ne serait-ce que 5 minutes pour sensibiliser. Bon, voilà les comportements. Voilà les comportements qu'il faut adopter. Je crois que en le faisant au quotidien, on va agir sur la conscience collective. Mais bon, vous savez, c'est difficile puisque ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de faire venir les sous et puis de construire, d'acheter de très belles voitures. Je vois de très belles voitures au Bénin et puis je me demande, mais on n'a pas de route, on achète les voitures, pourquoi? On aurait dû acheter les 4x4 que les Tchadiens utilisent là. On aurait des grosses. Voilà, un ministre, c'est ça qui caractérise le ministre parce qu'il doit y aller partout là. Voilà, donc bon, c'est juste une parenthèse. Une digression. Alors, très rapidement, essayons quand même de voir un peu l'autre phénomène de nos grandes villes, surtout Cotonou. Porto Novo, mais Cotonou est beaucoup plus illustré dans cette affaire, c'est les embouteillages. Les grosses files qu'on note aux heures de pointe, au grand carrefour. Et vous voyez des feux et autres qui se démènent à organiser tant bien que mal
la circulation, mais franchement, il ne fait pas bon de circuler dans Cotonou à certaines heures avec votre véhicule. Merci. La question des embouteillages, c'est une question qui concerne tous les pays africains. Bon, la plupart des pays africains, de l'Afrique subsaharienne surtout. Parce que moi, avant que vous me poursuiviez, hein, oui. Je fais un tour à Dakar, c'est vrai que ça fait un bon bout de temps. Il y a forcément des embouteillages. Mais la façon dont c'est géré là-bas, voilà. Vous voyez l'embouteillage, vous voyez des longues files, hein, des kilomètres, mais en 5 minutes, ils sont tous partis. Oui, comment se fait-il que ça se passe comme ça là-bas? Chez nous ici, franchement, sur 10 mètres, on peut faire une heure. On n'y arrive pas. Oui, c'est vrai qu'on a ce problème-là d'embouteillage, mais d'abord, il faut comprendre que nous sommes, par exemple, Cotonou est enclavé, je le dis souvent, et puis ceux qui ne veulent pas comprendre, ne veulent pas comprendre. Le jour, le pont de Djonou, Ouédonou, ce qu'on appelle Ouédonou tout le temps, là, quand on quitte Calavi pour Cotonou, le jour ce pont-là cède, c'est qu'on ne peut pas aller à Cotonou. C'est fini. Et ça veut dire que nous sommes enclavés. Le jour de pont de Porto-Novo, il cède, ceux qui sont à Porto-Novo ne viendront pas ici. C'est cela. Il y a problème. Il faut les contourner par Boyko. Ça veut dire qu'il y a problème. Et nous ne sommes pas dans une réflexion prospective. C'est-à-dire nous gérons le quotidien. Je ne peux pas dire même, je veux même pas dire la réactivité. J'ai bien envie de dire nous sommes dans la passivité. Parce que nous voyons, mais nous ne réagissons pas. Réagissons pas. Donc si nous sommes dans une zone enclavée, il faut avoir des stratégies. Nous n'avons pas mené assez d'études pour savoir comment gérer les bouchons. Mais nous savons une chose. Vous voyez, vous prenez le matin à 7h, 7h encore, c'est encore mieux. À partir de 7h30, vous voulez aller à Cotonou, c'est un calvaire. Mais quand vous prenez sur 10 véhicules, vous voyez au volant un monsieur, une dame, un monsieur, une dame, un monsieur, une dame. Si on menait une étude, plus que 2 passagers. Si on menait une étude, on verrait que ces gens-là viennent peut-être même du même quartier. Oui. Peut-être même qu'ils sont voisins. Mais chacun veut aller au boulot dans son véhicule. Ils vont tous au ministère, peut-être même le même ministère. Oui. Pourquoi ne développons pas le covoiturage, simplement? Si on ne veut pas développer le covoiturage, transport en commun. Il est un voisin à moi, il va aller au boulot aujourd'hui, bon, ok, on emprunte mon véhicule. On va. Demain, on emprunte le sien. Ça nous fait économie également. Bon, c'est vrai que nous, les Africains, surtout les Béninois, nous sommes un peu bizarres, hein, méfiants. Bon, puis, il va me faire ceci. Le pour moi. Je préfère, quoi. Donc, c'est aussi une question de mentalité. Mais nous n'aimons non plus respecter les règles. Bon, encore faudrait-il qu'on les connaisse. C'est cela. Parce que parfois, au cours de les études récentes que nous avions menées, nous avons constaté, bon, il y a une équipe et moi qui travaillons, nous avons constaté qu'en réalité, quand les policiers ou les gendarmes sont dans les carrefours, il y a plus de go-slow que quand ils ne sont pas. Ah bon? En tout cas, c'est d'après les discours d'acteurs, des usagers de la route. Et ça fait qu'ils passent le temps à les insulter souvent. Ça se justifie plus ou moins. Est-ce que c'est... Moi, j'ai un problème avec ça. Hein? Oui. Parce que moi, quand je vous donne un exemple. Hein, je ne sais pas si vous... le carrefour carrefour Vodafone, en quittant Sikekoji, pour tourner. Il y a, voilà, le carrefour station Saint-Rita. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous prenez par là à 19h. Ah non, c'est terrible. Je vous assure. Quand les agents ne sont pas là, vous ne pouvez même pas passer. Ça va dans tous les sens et ça bloque. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Oui, je dis c'est des discours d'acteurs. Mais le phénomène c'est contraire, sur le tronçon Calavi-Cotonou, c'est le phénomène contraire. Oui. Ah bon? Oui. À Sika Toyota, c'est tout le contraire. C'est pour dire quoi? Les usagers, c'est à croire que les structures de gestion du phénomène routier ont laissé place à toutes les supputations. Et on veut parfois même aller à la défiance, on veut les défier. Vous voyez, quand ils ont mis le feu de, comment on appelle, Sika Toyota, là, le feu est bien rouge. Le feu le plus long. Le plus long, d'ailleurs, c'est assez à dessein. Le feu est rouge. Mais les usagers traversent et vont se mettre devant. À l'entrée, c'est-à-dire vont pratiquement bloquer l'autre route. Personne ne dit rien. Et ce phénomène est engendré
par les policiers, je vais dire. Parce que quoi? Quand le feu est rouge et que vous quittez Tokpa pour, je ne sais pas, Calavi, vous constatez qu'il demande aux deux roues de circuler. Pendant que les autres ont la priorité, on demande aux 4 roues de voilà, et on demande aux 2 roues de circuler. Oui. C'est rentré dans la mentalité des usagers. Donc quand le feu est rouge, nous on peut circuler. Oui. Alors que quand le feu est rouge, il est rouge pour tout le monde. C'est comme ça. Malheureusement aussi, il y a l'architecture routière qui n'est pas commode. Il n'y a pas une piste prévue pour les motocyclistes, il n'y a pas une piste prévue pour la chaussée. Mais sur le cas dont vous parlez, quand on vient du CEG Védocor et qu'on vient au feu qui vous bloque à ce niveau-là, on constate que d'abord, le feu il est anormalement long, et deuxièmement, lorsque vous passez tout le temps et que le feu passe au vert et que vous devez aller sur Tokpa par exemple, c'est que vous êtes encore bloqué par ceux qui viennent du côté de Bon Pasteur. Donc ça c'est encore un autre problème. Ça fait que celui qui vient de Védocor, du CG Védocor, fait deux arrêts essentiellement longs. Et ça ne dit rien à personne. Comment on peut régler ce problème? Non, ce problème relève des techniciens. C'est parce que c'est les techniciens qui gèrent les feux. Ils doivent pouvoir revoir, mais je ne crois pas que, peut-être qu'il n'y a pas eu de plainte encore, personne ne les a signalé le problème. Ils doivent revoir, parce que les feux chez nous, c'est presque une anomalie. Il y a des plaintes, quand les plaintes émanent du bas peuple, ça ne porte pas de fruits en tant que tel. Non, c'est pas toujours. Quand ça émane d'une autorité, d'un responsable. Moi, je connais des gens, il y a eu beaucoup de plaintes. Il y a même des gens qui ont décidé de ne plus respecter ce feu-là. Et ce qui a amené les forces de l'ordre à venir camper là à des moments donnés. Et c'est ça qui crée le problème dont vous avez parlé pour ceux qui viennent de Tokpa et qui doivent aller sur Calavi. Ok. Mais ce que je voudrais dire, c'est que juste qu'il faut que nous acceptions aussi. Il y a des choses, nous ne sommes pas dans un pays parfait, nous avons tellement de problèmes que quand tu ne commences aucun ne se règle. Non, justement parce qu'on veut tout régler au même moment. Aucun ne se règle. Non, on veut régler tout au même moment. Ça fait des années qu'on parle de cette affaire d'énergie. Depuis minimum 10 ans ou même avant, parce que sous le général Mathieu Kérékou, le phénomène de délestage a commencé, mais jusqu'à présent, on n'a pas une solution durable. Oui, on peut pas non plus avoir de solution durable. Parce que vous voyez, nous avons tellement de problèmes que bon, l'autorité, le pouvoir qui vient dit bon, qu'est-ce que je gère d'abord, et puis bon, qu'est-ce que je laisse, et puis réfléchit, touche ici un peu, bon, il satisfait quelques jours, il est content, tout le monde est content là, il va, il touche là, et finalement on règle rien. Au lieu d'acheter des chaussures de bonne qualité, qui coûtent cher, on préfère acheter des chaussures de 500 juste pour 3 jours. Est-ce que vous avez des chaussures? Oui. C'est comme ça que nous réglons nos problèmes. C'est-à-dire, on n'a pas, c'est ça, on n'a pas un plan, un programme réel, étalé sur le long terme. Chaque dirigeant qui vient, il a son programme dans la tête, c'est 5 ans. Et après 5 ans, c'est fini. C'est fini. Donc, il faut absolument qu'on essaie de voir, qu'on se mette ensemble et que nous étalons nos programmes pour que chaque gouvernement qui vient, il ait un secteur qui doit développer le plus. C'est ça. Voilà. Alors, l'autre problème, en tout cas, ce matin, on n'a que des problèmes de circulation que nous évoquons. C'est quand même la veille de la Noël. Et d'ici demain, déjà, on aura la grosse déferlante blanche vers la plage de Semain. Ce sera pour le pèlerinage annuel des christianistes et les salons. On va encore faire face à un gros flux d'usagers de la route et qui, ma foi, vont se déplacer vers cette plage. Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, pour vraiment une bonne mobilité, une bonne circulation au cours du réveillon de la Noël? Et merci une fois encore. Je crois que c'est une question d'organisation. Ce qu'on peut faire également, c'est que on va essayer, les usagers, de les regrouper comme on fait pour les gros camions. Peut-être on leur dit, bon, ceux qui viennent, vous arrêtez à Calavi, à l'entrée de Calavi. Et puis on va vous convoyer de 6h à 10h. Vous êtes prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'on bloque les autres. Puisque c'est... Mais il faut un contournement. Parce que s'ils doivent tous aller dans le même sens, il y aura le même bouchon
qu'on déplore là. Donc on a toujours déploré. Il faut un contournement, peut-être qu'ils vont passer vers, je crois, arriver au carrefour Sika, Toyota, ils vont prendre par vers le port là-bas. Ils vont contourner pour... Et on le leur consacre. Voilà, on le leur consacre et on leur dit. Mais il faut qu'il y ait des intervalles. On sait que c'est de 7h ou de 6h à 10h. Ils sont prioritaires pour désengorger rapidement le centre-ville. Et peut-être de 16h à une autre heure, de sorte que la circulation soit un peu plus fluide. Mais tout ça là, c'est une question. Bon, si la police, le CNSL, la NAT se mettent ensemble, je crois qu'ils peuvent gérer trouver ça. Une solution. Oui, ils peuvent trouver une solution. Est-ce que vous avez l'impression que les gens ils consacrent des réflexions? Est-ce qu'ils y pensent? Justement, c'est le réel problème que nous avons. C'est pourquoi je dis que nous n'avons pas de documents, nous n'avons pas de politique de sécurité routière. Parce que on a plusieurs acteurs qui interviennent dans le secteur et le secteur est moribond. Plusieurs acteurs, mais qui ne s'asseyent pas. Vous avez vu, dans le temps, quand il y a eu cette histoire de piste cyclable, quand le CNS et la police se sont mis ensemble, mais ils ont éduqué les populations. Ben oui, ça arrive. Mais si c'est la police seule qui l'avait fait, il y aurait problème. Parce que, bon, on a arrêté des policiers qui ont payé les amendes. Parce que ce n'était pas la police qui récupérait les fonds. On a arrêté des agents du CNSR qui ont payé des amendes parce que ce n'était pas leurs collègues qui faisaient le travail. Donc, quand il y a deux, la négociation est difficile. Mais dès qu'il y a trois, là, ça devient plus compliqué. Si on sait que l'autorité va sanctionner, s'il y a faille, alors là, je crois que s'ils se mettent ensemble, ils vont trouver des solutions. Le miracle n'existe pas, dit-on, mais il existe, il pourra exister pour nous, si jamais ces acteurs-là se mettent ensemble. Mais s'ils se mettent ensemble, il faut que chacun sache ce qu'il fait et qu'est-ce qu'il fait. Quand vous prenez l'AOF de la police, il y a une seule phrase dans l'AOF de la police qui dit il faut lutter contre l'insécurité routière. C'est toute la seule phrase. Mais comment? On n'a pas défini. Rien n'est dit. Rien n'est défini. En dehors de l'AOF, il n'y a pas un document qui dit bon, voilà ce qu'il faut faire. La police, voilà comment vous intervenez, voilà les actions qu'il faut poser. On leur a pas donné les mots. On leur a juste dit lutter contre la sécurité routière. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'a pas un code de la route? Le Bénin n'a pas un code de la route. Et c'est celui que nous respectons? Non, ça c'est le code de Rousseau de la route. Un code de la route, un ensemble de lois qui régissent. Nous jusqu'à aujourd'hui, c'est l'arrêté général de 1956. 1956. L'arrêté général de 1956 qui constitue encore le document de référence. En ce temps-là, on n'avait pas encore les boulevards, on n'avait pas encore... Vous comprenez? On a un problème. Il faut toiletter, il faut vraiment une réforme approfondie. Et quand on ne s'y connaît pas, c'est difficile. Il faut que, peut-être que le pouvoir central, l'exécutif prenne vraiment... Parce que les accidents, on en parle, on en parlera. On aura forcément chaque jour l'opportunité d'en parler. Mais si on ne mène aucune action sérieuse, on continuera à en parler. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Donc il faut que nous réfléchissions à ça. Nous arrivons au thème de cette émission. Est-ce que vous avez quelques conseils pratiques en cette période de fin d'année? Parce que ce n'est pas que dans Cotonou. Nous avons plein de parents, plein de collègues, plein d'amis qui vont prendre la route pour aller fêter chez eux, dans leur famille, dans leur village. Oui, ce que je peux déjà dire, c'est que l'accident ne concerne pas que les autres, c'est nous tous. C'est vrai que nous avons tendance à penser que non, moi je suis à l'abri parce que je suis au volant, c'est moi qui suis, c'est moi-même. Donc non, vous pouvez ne pas être l'auteur plutôt, et être la victime. Donc il faut que nous adoptions des comportements responsables. Il faut que nous sachions déjà que quand on est à moto, on ne doit pas occuper la chaussée. C'est l'extrême droite qui est pour nous. La bande d'1 mètre là, on ne doit pas dépasser ça. Mais vous voyez les usagers, les motocyclistes qui se retrouvent au milieu. Et nous devons, usagers, conducteurs que nous sommes, respecter le piéton. Il est trop vulnérable, c'est le plus vulnérable. De tous. De tous. Donc nous devons le respecter. Vous voyez quelqu'un qui veut traverser et on klaxonne, on klaxonne tellement fort qu'on l'effraie. Donc, il y a de petits... Et puis, nous, au niveau des autorités, justement, je devrais demander également qu'on renforce, c'est vrai qu'il y a des ONG qui travaillent, mais qu'on renforce
la sécurité, la discipline. Parce que c'est vrai, on a demandé aux policiers, aux gendarmes de quitter les routes, tout ça là. Mais pour cette fin d'année, il n'y a pas que l'insécurité routière due aux accidents. Bon, il n'y a pas que de l'accident. Mais il y a aussi peut-être quelqu'un a volé une moto et puis il veut vite aller causer d'accident là et puis il est parti. Donc il faut que la veille citoyenne soit un peu plus accrue et que surtout que nous soyons tolérants. C'est ça qu'il manque ça. Nous ne sommes pas du tout tolérants. Patient. On n'aime pas céder. Non, on n'aime pas On céder. n'aime pas céder le passage. Vous voyez deux personnes, hein, elles sont prêtes plutôt à passer 20 minutes, 30 minutes là, au lieu de laisser juste 5 secondes à l'autre. Oui. Passe. Je bouge, l'autre bouge, l'autre bouge, et puis on est coincé là. On est coincé. On crée un On bouchon, peut pas laisser on l'autre met passer. les autres mal à l'aise, alors qu'on aurait pu céder. On n'a pas vraiment. Il faut qu'on puisse. Donc il faut la tolérance. Il faut la tolérance. C'est important. Il faut qu'on revoie réellement, si on veut. Mais on ne peut pas avoir, c'est vrai qu'on ne peut pas avoir accident zéro. Hein, c'est pas possible. C'est bien possible. Ce n'est pas possible. Si. Dans aucun pays du monde, est-ce qu'il y a un seul pays dans lequel il n'y a pas d'accident? On peut décider. Non, on ne peut pas. peut décider. C'est une incantation. Quand quelqu'un dit accident zéro, il dit mais Parce que ça ne qu'est-ce dépend qu'un pas accident? 100% de nous. Il y a même des accidents provoqués. Vous voyez certains qui bougent avec des chapelets à la main juste pour se protéger contre les accidents. Vous aussi, vous allez sur la voie, vous allez constater. On met des Non, mais photos à l'effigie. Ici, on est sur le terrain scientifique. Justement, vous ça avez fait- dit, c'est le comportement humain. Oui. Et c'est le matériel roulant, c'est l'infrastructure. Si nous réglons tout ça et que l'humain vraiment reste dans les limites qu'il faut, on peut éviter Nous l'accident. sommes en science et en science, nous n'occultons pas cet aspect-là. Oui, mais Ça existe. cet aspect, c'est un impondérable, c'est pas nous qui Non, gérons. ça existe. C'est l'invisible qui gère. Donc, Justement, laissons à l'invisible. ce qui est pour l'invisible. Voilà. Mais justement, c'est ce que je disais quand vous disiez que Dieu, et puis bon, il veut gérer son. Hein. Donc, non, ça existe. Donc, il faut réellement. Parce qu'en le faisant, en adoptant ce genre d'attitude, je mets mon chapelet, c'est en ce temps aussi le chapelet, on adopte Ah oui. déjà un comportement insécure. Insécurité. Donc, ça fait que ça peut créer d'autres dommages. Merci, docteur Sagui. Vraiment, on n'a pas envie de vous lâcher. Malheureusement, le temps à nous imparti est arrivé à son terme. Merci vraiment d'avoir été avec nous. Nous espérons qu'on aura d'autres occasions pour vous retrouver et discuter toujours des problèmes de sécurité routière parce que nous en avons chez nous et il faudrait vraiment arriver à les éliminer pour que les Béninois puissent rouler tranquillement, rentrer chez eux, partir au travail et revenir à la maison, comme chacun le souhaite. Merci. C'est moi qui vous remercie.